Bonjour, chers abonnés, chers étudiants. Nous nous retrouvons de nouveau avec la deuxième partie relative aux champignons toxiques pour traiter les syndromes majeurs d'une intoxication par les champignons. Alors, rappelez-vous, précédemment, nous avons traité, vu ensemble les syndromes mineurs qui étaient à latence courte et dont le délai d'apparition des symptômes ne dépassait pas les 6 heures. Aujourd'hui, donc, en parlant des syndromes majeurs, vous allez constater que cette symptomatologie est toujours tardive, elle dépasse les 6 heures. Et souvent, on va parler de syndrome lésionnel, toujours tardif, avec un risque d'une intoxication grave, mettant le pronostic vital en jeu. Donc, dans cette deuxième partie, nous n'allons pas traiter tous les syndromes majeurs. Nous en avons choisi trois parmi les plus importants. Tout d'abord, nous allons commencer avec le syndrome phalloïdien. Ce syndrome qui est à latence longue relativement moyenne et qui est engendré par certains champignons, certaines amanites, l'épiote et les galères. Donc, rappelez-vous, nous avons déjà parlé de l'amanite tumouche et l'amanite panthère qui sont responsables d'un syndrome mineur qu'on appelle le syndrome panthérinien et qui est responsable d'une symptomatologie atropinique. C'est pour cette raison-là qu'on parle du syndrome phalloïdien, on dit qu'il peut être causé par certaines amanites. Ce ne sont pas toutes les amanites qui sont responsables d'un syndrome phalloïdien. Donc, souvent, ce syndrome est mortel en absence de traitement. Il est causé par ces champignons qui renferment des toxines. Ces toxines sont nommées amatoxines, mais aussi des phallotoxines. Parmi les amatoxines, on cite principalement l'alpha-amanitine, qui est quand même chimiquement et thermiquement stable, responsable d'une action toxique par inhibition de l'ARN polymérase 2. Et de ce fait, donc, il va y avoir un blocage de la synthèse de l'ARN messager. Et comme résultat, nous aurons un blocage ou une inhibition de la synthèse protéique. Il faut savoir que cette inhibition de la synthèse protéique, elle va concerner toutes les cellules de l'organisme, mais particulièrement les cellules qui sont à activité de synthèse protéique intense, à savoir les cellules digestives, les cellules hépatiques et les cellules rénales. Alors, comment cela va se présenter? Nous allons avoir 4 phases cliniques, en commençant par une phase de latence avec une absence totale de symptômes qui peut durer de 6 à 24 heures avec une médiane de 12 heures. C'est-à-dire 12 heures après, en médiane, nous pouvons avoir une symptomatologie qui peut apparaître. En deuxième lieu, nous allons parler d'une rémission clinique qui dure de 12 à 24 heures avec seulement des lésions hépatiques qui sont objectivées par l'augmentation du taux des transaminases. La troisième phase, elle est caractérisée par une hépatite clinique qui peut qui peut apparaître du deuxième au quatrième jour et qui peut durer de 4 à 7 jours. On note dans ce cas une cytolyse hépatique maximale suivie d'une insuffisance hépatocellulaire aiguë et rarement une insuffisance rénale aiguë. Par contre, en quatrième phase, donc en fin de cette clinique-là, nous pouvons parler d'une agression digestive. D'ailleurs, c'est un piège, on va dire, de diagnostic. Pourquoi on peut se rassurer jusqu'à 24 ans, on se dit que tant qu'il n'y a pas de symptomatologie digestive, donc on est tranquille, mais il peut arriver lorsqu'on est devant un syndrome phalloïdien, l'apparition d'une gastro-entérite sévère qui dure quand même de 12 jusqu'à 24 heures avec des diarrhées abondantes associant des vomissements fréquents mais peu abondants, une sudation, une déshydratation aiguë, une insuffisance rénale fonctionnelle qui peut mettre le pronostic vital en jeu. Nous passons après le syndrome phalloïdien
au syndrome aurélanien. Le syndrome aurélanien, il est à temps de latence long qui peut aller de 3 jours jusqu'à 20 jours. Il est donc toujours, il constitue une intoxication mortelle en absence de traitement. Il est provoqué par ce qu'on appelle les cortinaires. Vous avez donc, vous regardez à droite quelques images de quelques cortinaires. Et en particulier, on dit dans la littérature que ce syndrome est provoqué par les cortinaires de couleur rouge, orange, jaune, cannelle et fauve. Alors, ces cortinaires renferment une toxine qu'on appelle aurélanine. Cette aurélanine est responsable d'une symptomatologie que nous allons détailler. Tout d'abord, nous avons une phase de latence qui peut durer de 12 heures jusqu'à 17 jours. Regardez, donc ça peut être vraiment très tardif avec une absence totale de symptômes. Et au-delà du 17e, 18e jour, nous pouvons avoir une clinique avec une phase pré-rénale. Vous allez comprendre pourquoi on la qualifie ainsi, parce que 12 à 36 heures après ingestion, nous avons tout d'abord des vomissements, nausées, diarrhée avec douleur abdominale, anorexie, une constipation qui peut remplacer la diarrhée. Par contre, c'est une phase inconstante avec la possibilité de l'apparition d'une atteinte rénale. On dit carrément qu'il s'agit d'un signe inaugural pour la phase qui suit, qui est la phase rénale. Cette phase rénale qui va être caractérisée par la réapparition de symptomatologie digestive avec une insuffisance rénale aiguë qui apparaît de 2 à 20 jours après l'ingestion. D'autres signes peuvent aussi être rapportés comme des signes caractéristiques de sensation de brûlure de la bouche et d'une soif intense avec une polydipsie, une polyurie, une douleur lombaire. S'y ajoutent des signes neuromusculaires qui peuvent être parfois présents, type paresthésie des membres, des spasmes, une asthénie musculaire et des myalgies. En quatrième phase, nous pouvons avoir donc des séquelles qui peuvent persister, comme l'insuffisance rénale chronique, qui peut parfois nécessiter carrément des hémodialyses chroniques, voire des transplantations rénales. Là, le décès est probable dans ce cas aussi. Après le syndrome phalloïdien et le syndrome aurélanien, nous passons au syndrome gyrométrien. Le syndrome gyrométrien, donc, qui est causé par des gyromitres, des pésisales et des héliotales. Ces champignons sont en cause de ce syndrome-là, avec un temps de latence toujours lent, puisqu'on est dans les syndromes majeurs, qui peut varier de 6 à 12 heures, et dont la toxine responsable est la gyrométrine. On rapporte souvent que ce syndrome est constaté suite à la consommation de champignons crus ou insuffisamment cuits. C'est aussi une intoxication inconstante avec consommation répétée ou rapprochée. On parle carrément d'un repas déclencheur. Pourquoi? Parce que non seulement on a une sensibilité variable entre les personnes exposées, et on peut constater cette symptomatologie ou ce syndrome après une répétition de consommation de ces champignons. La gyrométrine, qui est la toxine principale responsable de cette toxicité, est thermolabile et volatile. Elle est hydrolysée en un métabolite qu'on nomme monométhylhydrazine. Cette monométhylhydrazine est responsable de cette toxicité de ces champignons-là. Elle va inhiber les systèmes enzymatiques qui dépendent de la pyridoxine, qui est la vitamine B6, responsable de l'apparition de convulsions, mais aussi de l'activation métabolique au niveau hépatique, avec production d'espèces radicales réactives qui vont être responsables de cette hépatotoxicité. Alors, ici, nous avons une clinique qui est caractérisée par l'apparition de 3 phases. Une phase de latence qui peut aller de 8 à 12 heures après l'ingestion, avec un temps de latence dans certains cas qui peut être ramené à 2 heures seulement, d'où la notion de repas aussi déclencheur. Donc,
En deuxième lieu, nous avons cette clinique digestive avec une phase gastro-intestinale qui est caractérisée par l'apparition de nausées, de vomissements et de diarrhées liquidiennes, parfois carrément sanglantes, et des douleurs abdominales associées à une asthénie, une hyperthermie et des céphalées. Le rétablissement, cependant, est possible sans séquelles en 2 à 6 jours. C'est pour cette raison-là qu'on parle d'une variabilité ou une sensibilité variable entre les personnes exposées. En troisième phase, nous avons la phase hépatorénale et neurologique avec des signes hépatiques qui varient de 36 heures jusqu'à 48 heures après l'ingestion. On note une hépatomégalie douloureuse, une légère splénomégalie et un ictère qui peut aller jusqu'au décès de l'intoxiqué. Des signes neurologiques peuvent aussi être constatés, comme la confusion et les fasciculations musculaires avec une mydriase. Dans certains cas, on parle de crise convulsive tonico-clonique. Exceptionnellement, une méthymoglobinémie peut être constatée et l'évolution elle est possible vers le coma avec arrêt respiratoire et un collapsus. À présent, nous allons détailler la démarche diagnostique devant toute intoxication induite par les champignons. C'est donc, il faut savoir que l'intoxication par les champignons se présente en général d'abord sous la forme d'une gastroentérite, donc une symptomatologie digestive, plus ou moins précoce, accompagnée ou non d'autres symptômes, comme vous l'avez vu lors de la première présentation où nous avons parlé des différents syndromes, les syndromes mineurs et les syndromes majeurs. À chaque fois, on évoque la notion de symptomatologie digestive. Là, le diagnostic va reposer sur une approche par syndrome clinique, mais aussi par identification de ces champignons. Alors, comment prendre en charge ce genre d'intoxication? Par exemple, pour le syndrome phalloïdien, on doit compenser les pertes hydroélectrolytiques et normaliser la pression artérielle, mais aussi corriger l'hypoglycémie, la balance électrolytique et l'acidose. Dans certains cas, on administre des antiémétiques pour contrecarrer les vomissements. Par contre, il faut respecter la diarrhée. Il est contre-indiqué d'administrer des antidiarrhéiques. Pourquoi? Parce que ce sont ces dernières qui vont permettre l'élimination des toxines. La prise en charge à la phase pré-rénale, elle est donc caractérisée par le fait que les mesures épuratives sont inutiles. Par contre, le traitement est purement symptomatique par hydratation, réhydratation et une surveillance de la fonction rénale. Il y a lieu de faire un bilan, bien sûr, initial pour confirmer le diagnostic par prélèvement sanguin et urinaire pour le dosage de l'orélanine aussi. L'évolution, elle est défavorable à long terme. On procède carrément à la transplantation rénale avec possibilité de symptômes persistants pendant plusieurs mois, même après récupération d'une fonction rénale normale. Donc la symptomatologie peut être type d'anorexie, asthénie, sécheresse buccale, des troubles digestifs et des sueurs nocturnes. Toujours dans la prise en charge de ce genre d'intoxication, les syndromes majeurs, nous sommes donc avec le syndrome gyrométrien. Pour le prendre en charge, il faut donc traiter donc les troubles hydroélectrolytiques, la méthymoglobinémie, l'hémolyse intravasculaire, les convulsions et les crises d'épilepsie. Dans certains cas, l'apparition d'une insuffisance rénale sévère, on a recours à l'épuration extra-rénale. Donc, nous revenons à l'approche clinique de la prise en charge et le diagnostic d'une intoxication aux champignons. Tout d'abord, nous allons procéder à l'anamnèse, un bon interrogatoire avec l'intoxiqué s'il est conscient et son entourage. Nous allons nous intéresser d'abord à la cause qui est l'étiologie. Dans ce cas, probablement il s'agit d'un champignon. Donc, nous allons nous intéresser aux champignons ou les champignons qui sont en cause.
est-ce qu'ils ont été cueillis par l'intoxiqué ou achetés dans le commerce, quel a été le lieu de cueillette et de délai par rapport à la consommation. Aussi, nous devons nous intéresser au mode de conservation et de préparation de ces champignons. Rappelez-vous, nous avons dit que dans certains cas, ce n'est pas le champignon en soi qui est en cause, mais plutôt son mode de conservation ou de préparation. La fréquence de consommation de ces champignons, nous avons évoqué par exemple la notion de repas déclencheur. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait, dans certains cas, une sensibilisation ou une répétition de consommation pour qu'il y ait ce syndrome-là. Dans un second temps, nous nous intéressons à l'intoxiqué en lui posant des questions par rapport aux symptômes, donc les symptômes rapportés par l'intoxiqué, mais aussi nous devons nous intéresser aux antécédents pathologiques et médicamenteux. Pourquoi? Parce que ça pourrait aider à poser un diagnostic différentiel, donc c'est-à-dire que peut-être cette clinique n'est pas due à la consommation du champignon, mais aussi ça peut nous orienter par rapport à l'aggravation possible de ce syndrome-là par la présence ou la coexistence d'une pathologie ou la prise de médicaments. Bien sûr, par rapport au syndrome mineur et majeur, nous devons nous poser la question par rapport au délai qui sépare le repas des symptômes. Et il y a une notion très importante. Nous avons dit dès le début de ce cours-là que souvent on parle d'une consommation, d'une intoxication collective. Ça peut orienter s'il s'agit d'une consommation collective, une intoxication collective, et s'il y a eu une consommation du même champignon, donc ça peut nous orienter par rapport à l'étiologie de ce syndrome-là. Enfin, dans certains cas, ce n'est pas le champignon qui est en cause, mais ce sont les aliments qui sont associés lors de la préparation. Donc, il est important et judicieux de s'informer par rapport à ce point-là. Nous passons à la deuxième façon qui est quand même complémentaire de poser le diagnostic, qui est l'approche par identification. Cette identification, ce qui se fait du point de vue macroscopique, en identifiant l'espèce, mais aussi sur le plan microscopique. Dans certains cas, et lorsque les toxines sont connues, on peut procéder à l'analyse chimique dans les milieux biologiques, comme le dosage des toxines le plus précocement possible, par exemple dans le sang. Il faut par contre se conformer aux modalités de conservation et de prélèvement, de conservation et d'acheminement des prélèvements afin de garantir la qualité des résultats. Donc voici l'ensemble des champignons qui peuvent être responsables d'une intoxication par des champignons, qu'il s'agisse de syndrome mineur ou majeur. Chers abonnés, chers étudiants, restez connectés en likant et en s'abonnant à ma chaîne YouTube Radia Zamoum pour avoir plus d'informations en ce qui concerne la toxicologie. Et je vous remercie. Au revoir.